Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux fermes urbaines. C'est vrai que les villes ont perdu leur indépendance alimentaire, donc la demande de ces fermes nouvelle génération explose. Des jeunes pousses novatrices qui sortent de terre comme des champignons et qui réinventent la manière de produire fruits et légumes frais pour remplir à terme, en tout cas c'est son ambition, l'assiette des citadins. Parmi les méthodes utilisées, l'aquaponie ou quand les poissons font pousser les légumes. Alors quels sont les avantages de ce mode de culture? Sont-ils décisifs, suffisants pour répondre aux enjeux alimentaires actuels, aux enjeux également d'une alimentation durable, saine, locale? Eh bien pour en parler, je reçois Guillaume Pellet. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le président de Nutrit, c'est une start-up que vous avez lancée en 2015 aux côtés de votre associé Niels Olsen. Vous développez un modèle assez incroyable, production de fruits, légumes et poissons bio et en serre aquaponique. Ma première question basique, comment est né ce projet Nutrit ? Nutrit, c'est né de la volonté de Niels et moi-même d'entreprendre dans un milieu à impact. On voulait vraiment avoir de l'impact dans ce qu'on faisait. On avait chacun une entreprise de notre côté auparavant qui avait bien fonctionné. Mais on avait besoin effectivement d'apporter des choses nouvelles, impactantes sur le développement durable, la soutenabilité environnementale. Et étant originaire de la région centre, du Loir-et-Cher, tous les deux, on avait une vraie appétence sur la nature, sur l'environnement, sur l'agriculture. Et effectivement, quand on s'est penché un petit peu plus en détail sur ce marché agricole qui est très vaste, divers et variés, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à faire. C'est aussi un modèle à réinventer. Exactement, c'est ça. C'est un modèle à réinventer. On arrivait à bout de souffle du modèle développé à l'après-guerre, avec le tout chimique et tout mécanique, qui avait répondu aux besoins du moment, c'est-à-dire de nourrir les populations suite à une grasse crise de main-d'œuvre, de territoire, etc. Sauf que, au bout de 70 ans, malgré les progrès techniques, technologiques et génétiques qui avaient eu lieu, depuis 2001, en fait, on se rend compte que les rendements, ils baissent, voire ils stagnent, voire ils baissent, ils ne croissent plus en tout cas. Et ça montrait bien qu'on était arrivé sur la fin d'un modèle. Il fallait donc essayer de trouver de nouvelles solutions plus performantes et durables. Il faut savoir que l'agriculture en France, c'est 20% des émissions de CO2, 24% au niveau mondial. Et donc il y a ce modèle, l'aquaponie, ça fonctionne en cascade et en circuit fermé. Expliquez-nous comment ça fonctionne exactement. C'est ça, pour résumer de manière très simple, on élève des poissons. Ces poissons, comme tous les êtres vivants en s'alimentant, ils vont faire des déjections. Ces déjections, en réalité, c'est de l'ammoniac, c'est un toxique. C'est ce qui fait que la pisciculture en tant que telle, elle est très polluante, puisqu'on est obligé de renouveler l'eau des poissons très régulièrement pour pas qu'ils s'étouffent dans leur rejet. En fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on récupère l'eau de ces poissons, ce déchet, cet ammoniac, ce NH4 en formule chimique, on le récupère, on le fait passer dans un cycle bactérien, et ce cycle bactérien nous sert à faire ce qu'on appelle la nitrification. C'est la transformation de l'ammoniac, le NH4, en NO2, nitrate, qui lui est un élément nécessaire pour avoir une belle croissance végétale. Et donc, quand on combine le poisson et le maraîchage, on arrive à tendre vers une espèce d'efficience productive. Donc, on revalorise finalement les déchets des poissons pour qu'ils deviennent des nutriments pour faire pousser les fruits et les légumes, c'est ça ? C'est exactement ça. Et le double effet des plantes, en fait, en absorbant les éléments nutritifs qui sont présents dans l'eau, c'est qu'elles nettoient l'eau et qu'on peut ainsi la renvoyer aux poissons de manière quasi perpétuelle. Donc, ce qui génère des très grosses économies en termes d'eau, 95% d'économies d'eau par rapport à des cultures équivalentes via des méthodes traditionnelles. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Comme vous le savez, on est en période de sécheresse sur beaucoup de départements. On a besoin d'utiliser avec parcimonie cette ressource extrêmement importante pour nous. Et donc ça, c'est quelque chose de fort. Et l'autre élément très important qu'on économise, ce sont les fertilisants. Comme vous le savez aujourd'hui, avec la crise ukrainienne... Il y a des tensions très fortes sur les engrais. Exactement, parce que c'est corrélé au prix de l'énergie. Et nous, on a une décorrélation de ce prix de l'énergie parce qu'on vient récupérer un déchet qu'on transforme en ressource. Et donc ça, c'est assez magique dans le fonctionnement. Est-ce que toutes les cultures maraîchères peuvent se prêter à ce fonctionnement en aquaponie, finalement ? Pratiquement. Après, nous, on ne le fait pas parce que tout ce qui est bulbaire, racinaire, carottes, oignons, des choses comme ça, on a estimé que ça marchait moins bien dans nos systèmes. Moins de rendement ? Exactement, une croissance moins rapide. Et donc, on préfère se
positionner sur ce qui est le plus viable pour avoir des cycles de croissance très forts. Donc on a 2 grandes familles de produits maraîchers qu'on a classés en cycle court ou en cycle long. En cycle court, on va avoir tout ce qui est légumes, feuilles, salades, choux, etc. Tout ce qui est aromatique, avec une belle valorisation, les fleurs comestibles et les fraises. Et en cycle long, on va se positionner principalement sur tout ce qui est palissable, tomates, courgettes, aubergines, melons, poivrons, piments, etc. Et cette méthode permet d'avoir des rendements assez importants. Vous avez quel volume sur une année? Ça dépend de la surface dédiée à la culture, mais on a estimé qu'on était à peu près 11 fois plus productif qu'une méthode traditionnelle de production. Parce qu'on a une densité au mètre carré qui est effectivement plus forte. Ça va de 15 unités par mètre carré pour des salades jusqu'à 25 pour d'autres types de végétaux. Mais surtout, on a un niveau de rotation qui est plus élevé. Donc rendement plus rotation plus élevée fait qu'on a effectivement quelque chose de plus fort. Après, et vous avez deux modèles, me semble-t-il, horizontal et vertical. On va avoir davantage de rendement sur un modèle vertical? Alors ça dépend, effectivement, oui, en général ça va y avoir plus de rendement, mais ça génère plus d'investissement et plus de coûts de fonctionnement. Après, nous on a une politique chez Nutrit, c'est d'avoir quelque chose, on n'est pas pour le high-tech, on ne croit pas au modèle high-tech dans l'agriculture, hein, faire pousser des salades. Sous des LED. Ouais, exactement, on a du mal avec ce modèle-là, on pense que ce n'est pas adapté pour le marché français, voire européen. Il y a 95% de la population travaillait dans les champs il y a encore 150 ans. On a une surface foncière qui est très élevée en France, mais surtout on a des prix de sortie qui sont très faibles. Si vous pensez qu'une salade à 1,30 €, 1,50 € c'est cher, ouais. En réalité ça ne l'est pas. On a des pays comme le Japon qui sont à la pointe de la technologie, qui ont subventionné des fermes de très haute technologie de manière significative, avec des prix de sortie très élevés. Un melon au Japon, c'est entre 8 et 15 €. Quand vous allez manger chez des amis, vous n'amenez pas une bouteille de vin, vous amenez des pommes, une orange, etc. Et malgré ça, il n'y en a aucune qui est rentable. Alors que c'est quand même des bourreaux de travail, etc. Il y a tout pour bien faire et ça ne fonctionne pas. On croit que ce modèle de très haute technologie, ça peut fonctionner éventuellement sur Mars, à New York, quand la production elle est acheminée depuis Los Angeles et qu'elle traverse tout le pays en camion. Là, il y a peut-être du sens à produire via des modèles très hautement technologiques. Mais en France, on est persuadé que ça ne fonctionnera pas. Et puis on a eu quelques... Il y avait justement, j'allais vous lancer sur cette entreprise Agricool qui a été placée en redressement judiciaire, reprise par une société lyonnaise. Justement, il y a le cofondateur d'Agricool, Guillaume Fourdinier, qui dévoilait récemment les raisons de cet échec. Il cite notamment une erreur stratégique qui vise uniquement la profitabilité de l'entreprise, des coûts de production trop élevés. Et enfin, peut-être le fait d'être arrivé trop tôt. Et selon lui, si les coûts de l'alimentation progressent dans les années à venir, notamment à cause du réchauffement climatique, les technologies indoor farming trouveront peut-être alors leur place. C'est une position que vous partagez? Pas totalement, non. Je crois que son gros problème, c'est sa corrélation au prix de l'énergie, hein, encore une fois, et puis son niveau d'investissement. Il a un CAPEX trop élevé, un OPEX trop élevé également, avec des prix de sortie trop faibles. Et donc ça ne permet pas de matcher. Je crois qu'il avait surtout, le problème, c'est qu'il n'avait pas la taille critique. Hein. Son niveau d'investissement dans des containers était trop élevé pour une sortie de production trop faible. Donc finalement, c'est quoi la recette pour vous, pour rendre vraiment le modèle économique viable ? La recette pour nous, c'est d'avoir des fermes à proximité des bassins de consommation qui permettent de produire de manière très efficace en réduisant les cycles de production. Par exemple, sur nos poissons, on ne va pas aller se positionner sur des poissons de 1,5 kg, 2 kg, parce que c'est des temps de production très 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 longs. On préfère faire des poissons dits de taille portion, c'est-à-dire 6 mois de croissance, pour que ça puisse être rapidement commercialisé et générer du cash flow. La recette, c'est d'avoir un modèle efficace, un modèle de fonctionnement très faible, un coût de fonctionnement relativement faible. Donc, c'est ce qu'on appelle le tech efficiency chez Nutrit, et c'est ce qu'on s'attelle à mettre en place. La clé, c'est aussi de diversifier ses débouchés, non ? Exactement. Pour la commercialisation, il faut se réapproprier la distribution. En réalité, quand vous produisez à proximité du bassin de consommation, c'est quelque chose que vous pouvez faire et c'est là que se trouve la valeur ajoutée. Le problème de l'agriculture pendant longtemps, c'est qu'on a séparé les fonctions production et distribution, alors que la valeur ajoutée se trouve dans la distribution, dans la commercialisation. Et quand vous développez un modèle à proximité de vos clients, vous avez le loisir, la capacité de valoriser au maximum votre production auprès du client final. Et ça, c'est... C'est pour ça que vous n'avez pas fait le choix de la grande distribution, finalement ?
Alors, on n'a pas fait le choix de la grande distribution aujourd'hui, mais c'est un objectif qu'on souhaite adresser. Pourquoi ? Parce que si vous voulez transformer le modèle, vous êtes obligé de travailler avec ces acteurs-là. Parce qu'ils sont... Pour avoir aussi une démocratisation du modèle, finalement. C'est exactement ça. C'est les market makers, en réalité, la grande distribution, par les volumes qu'ils traitent. Et en réalité, on travaille déjà avec eux de manière collaborative pour créer un nouveau modèle pour certains acteurs de la grande distribution. Pour l'heure, vous développez, enfin vous vendez, vous exploitez des fermes urbaines que vous vendez auprès de grands acteurs. Je pense notamment au groupe hôtelier Accor ou au groupe immobilier Next City. Comment ça se passe, ce partenariat ? C'est-à-dire vous vendez la ferme, vous occupez de tout. Comment ça fonctionne finalement ? C'est ça. Alors, vous rémunérez, j'imagine, sur la vente ? Exactement. Pour Accor, c'est assez simple. On leur a vendu l'infrastructure. Ils sont propriétaires de la ferme. Mais ils nous ont dit, attention, nous, on est ravis d'avoir une ferme, on veut pas la gérer. C'est pas notre métier. Nous, on vend de la nuitée, on vend de la restauration, mais on ne gère pas les fermes. On leur dit, OK. Mais ça serait une sacrée valeur ajoutée que les clients de l'hôtel puissent manger des fruits et légumes frais qui poussent plus qu'à deux parts. Exactement. Donc, on leur a dit, OK, très bien, on vous vend l'infrastructure, vous allez être propriétaire de la ferme, puis on va la gérer pour vous. Et on leur a vendu donc une solution d'exploitation qui est corrélée à un contrat de commercialisation. C'est-à-dire qu'ils ont l'obligation de racheter la production à un tarif déterminé à l'avance, ce qui permet en fait pour Accor d'avoir une belle visibilité sur sa production, une linéarité dans ses prix. Et puis pour Nutrit, c'est assez simple, on produit, on récolte, on amène au chef, on pèse. On n'a pas de coût de logistique, pas de coût de stockage, pas de coût de marketing, etc. Donc c'est un modèle assez fort avec Accor. Et puis comme vous l'avez dit, ils avaient un objectif. Dans un premier temps, c'était de renforcer leur prestation de restauration qui est effectuée par un prestataire, justement. Et donc ça permet d'améliorer les approvisionnements, de raconter une petite histoire qui va bien pour le restaurant, la clientèle. Donc ça marchait bien. Ensuite, ils avaient une obligation de végétalisation de leurs espaces pour lutter contre les îlots de chaleur. Donc ça, avec la ferme, on a réussi à le faire. Et puis enfin, ils avaient besoin d'un nouvel élément de marketing pour essayer de renforcer cette dimension par rapport aux nouveaux entrants comme Airbnb, etc., qui apportent une pression déflationniste sur leur marge. Donc on leur a fait un audit suite à ces contraintes qu'ils nous ont soumis et on leur a dit voilà, c'est ça qu'il faut faire cette ferme et là on va pouvoir répondre à toutes ces attentes. Pour Next City, c'est un peu différent. On leur a vendu l'infrastructure, ils sont propriétaires de l'infrastructure et nous on va la gérer pour eux pendant une durée de 18 ans là aujourd'hui. Avant de nous quitter très rapidement, finalement, votre défi numéro 1, c'est quoi ? Le changement d'échelle ? Exactement, là on est en plein dedans. Aujourd'hui, on a une vraie belle dynamique. Il y a à peu près 30 projets en cours chez Nutrit qui sont négociés. Il y en a à peu près un tiers qui sont sur le financement, en train de finaliser les derniers détails. Et là, le vrai gros projet, le vrai gros challenge chez Nutrit, c'est de déployer de manière efficace tous ces projets de manière plus ou moins simultanée. C'est un vrai bel enjeu avec ce changement d'échelle où on va devenir l'acteur de référence, non pas au niveau français et non pas au niveau européen, mais au niveau mondial. Donc ça, c'est une très belle perspective qui s'ouvre à nous. De belles ambitions. Merci beaucoup, Guillaume Pellet. Je rappelle que vous êtes président de Nutrit. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Passez une excellente journée sur Bismart, bien évidemment.